Salut Raphaël, Salut, tu vas bien? ça va et toi? Super, nickel. Bah écoute, je suis super content de t'accueillir dans ce nouvel épisode. Je pense que ce que j'étais en train de regarder là, et je crois qu'on est à l'épisode numéro genre 46 ou 47 de ce podcast Secret d'agence. Je suis très content de t'avoir aujourd'hui avec moi. Alors 48 exactement. Parce qu'on va parler de plein de trucs ensemble. On va parler de ton business model. On va parler de comment craquer un canal d'acquisition. Tu vas nous parler un petit peu donc de ton entreprise. Tu vas nous donner un petit peu tous les détails et tous les secrets qui ont fait aujourd'hui cette croissance et qui, je l'espère, te permettront de perdurer cette croissance sur 2024. Comme d'habitude, est-ce que tu peux te présenter sans parler de ton business? Sans parler de mon business, moi c'est Raphaël, j'ai 21 ans. J'aime les échecs et les voitures et les belles choses, c'est très important. J'habite en Hongrie à Budapest. C'est super. D'ailleurs, si vous y êtes, passez me faire un coucou. On prendra un verre avec plaisir. Et je pense que c'est déjà pas mal. Non, j'aime aussi l'histoire et la philo. La philo très important. Voilà. T'as fait quoi comme étude? J'ai pas fait d'études. T'es un drop-out? Ouais, mais en soi, on pourra en parler après parce que ça fait écho aussi à mon histoire, parce que j'aurais dû faire des études. J'aurais peut-être dû être diplomate ou politicien ou quelque chose comme ça. Mais la vie a fait que, enfin non, en tout cas, j'ai fait que ça ne s'est pas fait. Donc voilà. Du coup, qu'est-ce qui... Là, tu t'as attisé ma curiosité, je suis obligé d'entrer dedans maintenant. Euh, T'es né où? T'as fait quoi comme études? Enfin, comme lycée, qu'est-ce qui... Est-ce que t'as arrêté après le lycée, après le bac, au brevet? Raconte. Ouais, donc du coup, de base, j'habitais dans la ville d'Albi, donc c'est dans le sud-ouest de la France, à côté de Toulouse. Et j'étais au lycée, et en fait, il faut savoir qu'au lycée, moi j'avais, enfin en fait, pendant toute ma scolarité, j'ai toujours été le genre d'élève qui était dans les meilleurs élèves sans jamais travailler. Et du coup, j'ai été super ennuyé des cours, jusqu'au moment où en première, en fait, il y a un de mes profs au lycée, un prof d'histoire, qui m'a réellement donné cette appétence au fait d'apprendre, et il m'a vraiment fait aimer apprendre. Et c'était mon prof d'histoire. Et donc, en fait, ce prof-là, il m'a carrément fait en sorte que bah, je veuille faire Sciences Po, etc. Et donc, je passe les concours de Sciences Po. Et puis, à un moment, donc, je crois que c'était le jour juste après le concours. Donc, je passe le concours. Et puis, en rentrant chez moi, en fait, je sens une espèce de pression sur mon torse, et je me dis, mais attends, mais c'est pas du tout ce que je veux faire. Parce qu'en fait, tu vois, je m'imagine dans un costume trop grand, en train de faire des trucs qui me plaisent pas forcément, etc. Et ça m'a foutu un coup de pression un peu. Et donc, le soir, je rentre chez moi et je dis à ma mère, écoute, maman, c'est un peu dur ce que je vais te dire, mais je sais que c'est pas ce que j'ai envie de faire. Et parce qu'en parallèle de ça, j'avais déjà lancé des business. Donc voilà, j'ai arrêté les études juste après le bac. T'avais lancé quoi comme business? Alors quand j'ai eu 14 ans, mon premier business c'était de monter des vidéos YouTube pour des YouTubeurs. Donc faut savoir que mon père il est entrepreneur et il a toujours voulu que je fasse du business. En fait, quand j'avais 14 ans, il est rentré dans ma chambre, il a toqué dans ma chambre, il m'a dit: «Raph, au lieu de jouer aux jeux vidéo comme un con, réfléchis à comment est-ce que tu peux faire de l'argent tout en étant sur ton ordinateur». Et donc là, j'ai réfléchi et je me suis dit: «Bon, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je sais faire?» À l'époque, je faisais des vidéos sur Minecraft, et je me suis dit: «Bon, bah, je vais faire des vidéos pour les autres». Donc je contacte un premier youtubeur, et qui d'ailleurs à ce jour, on discute encore. Hem, je le contacte et au final, il accepte que je lui fasse une vidéo. Je crois à l'époque c'était pour 20 €. Et puis de fil en aiguille, il me recommande à d'autres youtubeurs, je signe d'autres contrats. J'arrive à monter jusqu'à 3K 5 par mois jusqu'à mes 16 ans. Et après à 16 ans, je me dis que c'est pas ce que je veux faire, parce que j'avais beaucoup de travail finalement, parce que j'avais beaucoup de clients en fait, parce que je faisais du montage, j'espère en tout cas. Et à 16 ans, je me dis: «Bon, j'ai plus envie de travailler pour les gens, je vais revendre des sneakers», parce que c'est ce que j'aimais, et c'est aussi pour la raison pour laquelle j'avais commencé à faire du business, à gagner de l'argent, parce que j'avais pas envie que mes parents, en fait, ils me
il me paye mes goûts de luxe, entre guillemets. Je me suis dit, bah, que je vais le payer moi-même. Et donc, je revends des sneakers, etc. À 17 ans et demi, je fais mes premiers 10K par mois. Et puis là, je me fais ban mon compte sur lesquels je revendais mes sneakers parce que j'étais pas majeur et j'avais pas de société. Et du coup, je me fais ban. Je me dis, mais je vais me retrouver à la rue. Et, et en fait, non. J'ai réussi à pas me retrouver à la rue. C'est cool. C'était ton compte de quoi que tu t'es fait ban? PayPal? Non, non, le compte, enfin, sur les apps sur lesquelles Ah oui, je vendais des sneakers. ok. Donc, voilà. Ok, atypique, on adore ce genre de parcours. Et du coup, peut-être présente-nous aujourd'hui l'agence que tu es venu présenter aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais? Quelles sont les personnes que tu accompagnes? C'est quoi ton MRR? C'est quoi ta marge? Enfin, vas-y, donne-nous tous les secrets, ce qu'on adore pour pouvoir avoir un peu la big picture de ton business. Ok, du coup, bah, finalement, l'histoire précédente, elle complète bien celle-ci parce que finalement, c'était il n'y a pas si longtemps, vu que j'ai que 21 ans. Donc, à mes 18 ans, je crée ma première, entre guillemets, agence où c'était vraiment faire du media buying pour des business locaux. J'ai fait du cold call, je suis allé dehors pour prospecter, etc. Je me suis dit, mais attends, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire parce que ça prend énormément de temps. Donc en fait, dans ma première agence, ce que je me suis dit, c'est que euh, bah, j'allais résoudre cette pain-là de trouver des clients pour les autres agences. Donc en fait, c'est comme ça que j'ai commencé un peu à rentrer dans ce monde-là. Et je trouve un premier client qui avait son agence de media buying à l'époque. On lance des campagnes de prospection et de contenu sur LinkedIn à l'époque. Et là, un mois après, il signe 10K, donc deux clients à 5K, donc il signe 10K. Et on se dit, bon, bah, c'est ça qu'on va push dorénavant. Et donc, pendant 2 ans, c'est ce qu'on a push. Donc, on avait une agence d'acquisition. On C'est faisait qui de la, on? j'avais un associé à l'époque. Euh, donc, on avait une agence d'acquisition en prospection et en contenu. Ok. Sauf qu'en fait, bah, avec ce modèle-là, on a réussi à le scaler jusqu'à 50 000 euros par mois quand même. Mais on avait une team de 8. C'était une team qu'on devait gérer. On devait gérer les clients, on devait gérer la team. Donc au final, ce qu'on ne voit pas d'ailleurs souvent dans les agences, c'est que à la fois on doit gérer les équipes, mais on doit aussi gérer les clients. Et ça, c'est une double charge que dont peu de gens se rendent compte. Et à la fin de cette aventure-là, en fait, limite, je me mettais des bâtons dans les roues pour ne pas signer de clients parce que je voulais pas m'infliger la charge mentale que c'était de gérer mes clients et gérer mes équipes. Et en plus de ça, je me suis dit, mais attends, si là, je veux scale à 1 million d'ARR, je vais devoir engager plus, je vais devoir diminuer mes marges, avoir un business plus complexe, moins rentable. Je me dis, mais c'est pas ce que je veux. Et donc, j'ai cherché une alternative à ça, un modèle alternatif. Je suis allé voir du côté des US de ce qui se faisait, comment est-ce qu'ils géraient leur business. Et finalement, je suis tombé sur le modèle que je push aujourd'hui, que je vais vous expliquer juste après, qui me permet justement avec une team de 3 personnes, de pouvoir gérer 10, 15, 20 clients avec 90% de marge, tout en priçant plus de 10K par client, parce que c'est un modèle qui me permet d'apporter infiniment plus de valeur à mes clients que ce que je pouvais apporter en agence. En agence, je résolvais qu'une seule problématique, qui était la problématique d'acquisition. Mais sauf qu'en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que si on résout pas les problématiques précédentes à la problématique qu'on résout, donc si par exemple la personne elle a pas une bonne offre, elle a pas des assets présents sur, je sais pas, elle a pas de VSL, elle a pas de flow de nurturing, etc. Quand les calls sont bookés, bah en fait cette personne-là, elle va pas avoir les résultats que nous on aurait aimé avoir. Donc ça, c'est la première chose, c'est quelle est la condition sine qua non pour que mon client y réussisse. Ça, c'est la première chose et donc on le rajoute à notre offre. Ensuite, quelles sont ses futures problématiques? Et donc, on va venir résoudre toutes les problématiques qu'il y a après le fait d'avoir généré un rendez-vous, comme les sales, euh, juste même pas le taux de show-up, les sales, la livraison. Et ça, en fait, ça me permet du coup de résoudre toutes les problématiques de mon client de manière leveragée, 90% de marge,
Donc, grosso modo, par client, ça me prend 4-5 heures à délivrer. Hyper clair. Bah, du coup, je suis chaud que tu nous expliques. Alors, avant de rentrer peut-être dans le détail justement de ces trois piliers globalement qui sont du coup offre, acquisition et on peut dire gestion de la prod, si on considère que améliorer le taux de présence lors des calls, on considère que c'est déjà de la prod. Euh, c'est quoi déjà du coup, tes chiffres aujourd'hui? Genre, tu fais combien de MRR? Du coup, t'as dit que vous étiez trois et donc combien de MRR vous faites et c'est quoi le business model exactement? Est-ce que c'est un abonnement, un one shot? Est-ce que tu prends des parts? Est-ce que tu prends que du cash? Comment ça se passe? Ok. Donc, nous, déjà, ce qu'il faut savoir, je vais te dire mes chiffres dans un instant, mais Et en peut-être fait, le nom de ton agence aussi, parce que je crois que t'as pas dit le nom de l'agence. Akis Club, Hakizclub. Euh, donc, juste avant que je donne mes chiffres, nous, on a quand même une philosophie assez particulière sur le fait d'acquérir des clients. C'est que pour nous, acquérir plein de clients, c'est de l'ego. Et notre but, nous, c'est vraiment de satisfaire l'ensemble de nos clients. Donc, on est vraiment driver satisfaction. Super, super important. Et c'est la raison pour laquelle on va refuser plus de personnes que ce qu'on va accepter. Et donc, il y a des mois, donc par exemple, en février, on a fait 97 000. On a accueilli plein de clients. Au mois de mars, on a fait quasiment 70. Et au mois d'avril, on a fait 50, 57. Et en fait, la raison pour laquelle ça me dérange pas que mon MRR il diminue, c'est parce que on est uniquement axé satisfaction et donc LTV. Et moi, en fait, pour faire 1 million par an, j'ai besoin que de 20 clients. Grosso modo, là, je suis largement dans les KPI alors qu'on est en mai, tu vois. Normalement, fin d'année, si j'arrive à upsell tous mes clients et les retenir, je passe la barre du million. Et donc, mon modèle d'ascension, il est le suivant. La première chose, en fait, pour rentrer dans notre écosystème, c'est qu'on résolve toutes tes problématiques business. Et donc, qu'on mette en place le modèle que nous, on a implémenté. Donc, le modèle d'infrastructure que j'expliquerai juste après, c'est le modèle qui nous permet d'opérer, donc d'apporter autant de valeur à nos clients avec 90% de marge. Donc, ça, on l'implémente dans le business de nos clients. Et ensuite, donc ça, c'est un one shot. On implémente à la fois l'offre, à la fois notre infrastructure d'acquisition, à la fois notre infrastructure de livraison. Et ensuite, ces clients-là, on leur downsell un upsell. C'est-à-dire qu'ils ont payé un upfront au début c'est une installation en fait qu'on fait au début. On installe, ils ont des résultats, et ensuite on les retient soit sur des problématiques récurrentes, soit sur le fait de vendre de la data. Et c'est-à-dire que nous, notre objectif, c'est aussi quand on acquiert un client, c'est pas simplement, ben voilà, on le sert et puis il fait sa vie. Nous, notre but, c'est de documenter absolument tout ce qu'on fait, à la fois en termes de prod, à la fois en termes de data, parce que cette data-là, je vais la revendre. Et surtout, c'est quelque chose qui me permet d'avoir un avantage compétitif, parce que on peut me copier, il n'y a pas de souci. Par contre, s'il y a quelque chose qu'on peut pas m'enlever, c'est mon expérience et ma data. Hmm. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on vient revendre juste après. Et là, c'est un deal de 1 an. C'est un deal de 1 an en récurrent, ouais, en récurrent, où ils peuvent payer en one shot ou en 2 fois ou en récurrent comme ils veulent. Mais en tout cas, c'est un deal de 1 an. Et pendant 1 an, donc les 3 premiers mois, on a résolu un premier gap, qui est souvent la barre des 50K. Et les 12 mois suivants, on va aller chercher bah, du coup la rétention client, on va aller chercher bah, les 100K MRR, souvent c'est l'objectif. Et voilà. Et à la suite de ça, avec nos clients best performers, on prend du pourcentage ou de l'equity selon le fit qu'il y a avec le founder. Parce que j'ai pas envie de me retrouver submergé de boîtes qui entre guillemets m'appartiennent, parce que ça devient une grosse charge mentale après. Et donc parfois juste avoir de la propriété, c'est pas quelque chose qui forcément m'intéresse, donc je prends juste un pourcentage.
Ok. Et en termes de chiffres concrets sur les différentes offres, ça coûte combien, par exemple, l'installation des infrastructures sur l'acquisition et sur la prod? Alors, la première infrastructure, donc c'est un programme de 3 mois, encore une fois, dans lequel on vient résoudre toutes les problématiques business de nos clients, qui sont d'ailleurs, je n'ai pas précisé, des agences, des coachs, des infopreneurs, on a des SaaS aussi, et je crois que c'est tout. Euh, donc, cette première infrastructure-là, on vient résoudre toutes leurs problématiques. C'est 10K5 upfront. D'ailleurs, on va augmenter le prix bientôt. Parce qu'on a, en fait, aussi le but de cette infrastructure-là, c'est pas de baser notre prix sur ce que fait le marché, mais de pricer selon les probabilités de résultats qu'a cette infrastructure. Donc, typiquement, moi, je vais faire l'inventaire de tous les résultats de mes clients et je vais voir quelle a été leur augmentation mensuelle, combien ça fait annuellement en ARR, quelle est la probabilité d'atteindre ces chiffres-là. Et en fait, moi, je vais prendre 10% de la somme annuelle probable de ce que génèrent mes clients. Est-ce que c'est clair cette partie-là ou pas? Ouais. Ok. Donc typiquement, si je sais qu'un de mes clients, qu'en moyenne mes clients ils génèrent 250K par an, bah raisonnablement, je peux dire, ben voilà, au vu de ce que produisent mes clients, moi je te prends 10% de cette probabilité-là, donc 25K. C'est pour ça que je vais tendre à augmenter mes prix. Ça, c'est pour l'infrastructure qui a 10K5 upfront. Ensuite, sur les prix de rétention, sur l'offre de rétention, c'est soit 3K5 par mois sur 12 mois, ou ils peuvent tout payer en upfront ou en 2 fois. Ok. Très Voilà. clair. Euh, J'ai l'impression dans ce que tu dis que la partie acquisition, du coup, c'est quelque chose que tu as maturé et c'est un peu par là que tu es rentré dans le business. Mhm. Euh, Qu'est-ce qui aujourd'hui, selon toi, est une bonne infrastructure d'acquisition? Qu'est-ce qui marchait en 2023 et qui ne marche plus maintenant? Comment est-ce que pour une agence qui fait 30K de MRR, elle peut aller chercher de l'acquisition pour aller chercher les 50, les 70, les 100K de MRR? C'est quoi un petit peu les secrets? Qu'est-ce que tu conseilles? Euh, Déjà, il y a une règle qui est très importante à comprendre quand on veut trouver des clients. C'est qu'en fait, il faut connaître la distance qui te sépare entre le fait de contacter un inconnu et le fait qu'il devienne un client fidèle. Quelle est cette distance-là? Cette distance est souvent 7 heures de temps passé avec toi. Et en fait, pour réduire cette distance-là, euh, c'est deux choses. C'est le temps passé fois la valeur que tu vas lui apporter. Et du coup, plus tu vas passer du temps avec lui et plus tu vas lui apporter de valeur, plus il y a une probabilité que cette personne-là se transforme d'inconnu en un client fidèle. Et nous, c'est de cette manière-là qu'on approche l'acquisition. À savoir que avant, moi, enfin, jusqu'à pendant bien 1 an et demi, je pensais qu'en fait, pour trouver des clients, ça se passait de la manière suivante. Je pensais que c'était un canal d'acquisition, donc prospection, cold email, ce qu'on veut, euh, rendez-vous, closing. La réalité, c'est que quand on utilise ce funnel, déjà en termes de rendez-vous, c'est pas opti, parce que les personnes ne savent pas ce qu'on fait. Et surtout, quand on arrive au rendez-vous, bah, les prospects, on doit les éduquer. On doit leur montrer qu'on est la seule et unique option pour eux pour atteindre leurs objectifs. Donc à chaque fois, on se retrouve avec des «Ah, mais je vais y réfléchir. Ah, je vais voir ce que fait tes Mm. concurrents». Euh, tout ce que tu connais, enfin, tout ce que tu peux connaître. Et il y a aussi cette dimension euh, que les prospects dans ce cas de figure, ils sont pas prêts à investir énormément, sauf si vraiment tu leur fais un pitch de l'espace. Et ton cycle de vente, il est super long. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc nous, notre objectif, c'est d'avoir des clients qui spendent beaucoup, enfin, des prospects qui spendent beaucoup, des prospects qui spendent rapidement, des prospects qui surtout sont convaincus qu'on est la seule et unique option pour eux d'atteindre leurs objectifs. Donc comment est-ce qu'on s'y prend? C'est avec 4 piliers. C'est un, générer de l'attention. 2, avoir de l'attention qui nous appartienne. 3, éduquer cette attention.
Et 4, convertir cette attention. OK. Donc, pour générer de l'attention, nous, on utilise 3 piliers, c'est la prospection, les ads, le contenu, très basique. Tout ce trafic-là, on va l'amener vers une page d'opt-in. Donc, classique, on récupère prénom, numéro de téléphone, email. Et c'est là où ça devient un peu plus tricky. C'est qu'il y a 3 options. Première option, le prospect, il se self-book. C'est-à-dire qu'il prend lui-même le rendez-vous. Donc, il va voir une VSL. Donc, une VSL, c'est quoi? C'est une vidéo sales letter. C'est une Ouais. vidéo dans laquelle on montre que nous, on est le meilleur et l'unique véhicule pour le prospect d'atteindre ses objectifs. Et donc, c'est là, encore une fois, où on vient réduire, tu vois, ce temps qu'il y a, cette règle des 7 heures, on va la réduire. Parce que une VSL, ça peut durer 1, 2, 3, 10 heures, peu importe. Tant que c'est utile, ça dure. Voilà. Donc, le prospect il regarde la VSL, il est convaincu, il prend un call par lui-même. Mais avant ça, donc quand il a opt-in, nous, on a quelque chose qui s'appelle AkisChat. Et ça, je suis très, très content de t'en parler parce que, en vrai, là, vous êtes les premiers à le savoir. J'en ai très peu parlé. Normalement, j'en parle que sur Twitter, tu vois, dans les trucs un peu inédits comme ça, j'en parle que sur Twitter. En gros, AkisChat, c'est quoi? C'est un setter IA, c'est un chatbot qui vient contacter nos leads en moins de 5 minutes après qu'ils aient opt-in. Et donc, la séquence, c'est quoi? C'est salut, salut Pierre, j'ai vu que tu avais demandé à recevoir le training. Est-ce que je peux te l'envoyer? Oui, tiens, je t'envoie le training. Tiens, d'ailleurs, dis-moi, Pierre, ça fait combien de temps que tu as ton agence? Ah, ça fait 3 ans. Ah, cool. Et tu les trouves comment tes clients? Ah, bouche à oreille. Ah, du coup, c'est pas vraiment prédictible, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, est-ce que tu as essayé d'autres canaux d'acquisition? Ah non, pas vraiment. Écoute, nous, c'est ce qu'on met en place. Est-ce que ça te dirait qu'on parle dans la semaine, etc. Oui, avec plaisir. Et tout ce travail-là, même avec les objections de ah non, je te fais pas confiance, ou je sais pas quelles objections il pourrait y avoir, ou c'est pas le bon moment pour moi, etc. Le bot, il est capable de les traiter. Et donc, en fait, on a remplacé toute une armée de setters. À l'époque, moi, j'avais 150 setters qui taffaient pour moi. Et donc, j'avais le process de trouver des setters, de les former, de les onboarder et de les gérer. Tout ça, c'est fini avec AkiChat. Maintenant, c'est un bot qui s'occupe de tout, qui performe 100 fois mieux qu'un setter humain et qui nous book des appels. Donc ça, c'est la deuxième configuration. Je rappelle, self-book avec la VSL et setter IA. Et si la personne, elle a toujours pas pris un call, bah, cette personne-là, elle rentre dans notre écosystème d'email. Donc typiquement, elle reçoit une séquence de bienvenue où elle peut prendre un call. Et si jamais elle prend toujours pas un call, bon là, c'est quand même qu'elle veut vraiment pas, ben, elle reste quand même dans notre écosystème. Donc finalement, la beauté de ce modèle-là, c'est que non seulement on peut convertir directement avec le setter ou avec la personne qui se self-book, ou plus tard. Et en fait, l'idée, c'est de simplement pas laisser le lead se balader dans la nature. On lui force à prendre une décision. Que ça soit oui, que ça soit non, on lui force à prendre une décision. Et donc, c'est comme ça qu'en fait, on se retrouve avec un funnel qui est super rentable parce que, tu vois, si on propose directement un call, ben, on se retrouve avec des gens qui sont pas forcément qualifiés en appel. Ou si on n'utilise qu'un funnel VSL sans la partie setting, sans la partie email, en fait, tu te retrouves avec des coûts par appel booké qui sont super chers. Donc, en fait, ce modèle-là, il te permet d'avoir des appels qui sont à un prix raisonnable. Typiquement, moi, pour signer un client handicap, ça me demande entre 500 et 600, 700 euros de la semaine. Ça dépend. Et comment tu fais pour réussir à relancer de manière très humaine les différents prospects en mode setter? Euh, Bah, comme un humain le ferait, enfin, j'ai envie de dire, c'est apporter de la valeur. Par exemple, tiens, la dernière fois, tu m'avais parlé tu m'avais évoqué le fait que trouver des clients pour toi, c'était un peu un challenge. Et tiens, j'ai créé un training. Peut-être que ça peut t'aider, regarde-le. Pierre, est-ce que tu as pu regarder le training? Bah, écoute, je me doute que tu n'as pas eu le temps de regarder le training, mais en tout cas, si tu as des questions, n'hésite pas. Ou si tu penses qu'il y a des personnes qui pourraient être intéressées par ça, n'hésite pas à les envoyer vers moi, tu vois, par exemple.
Là, on a beaucoup d'appels bookés aussi avec cette structure-là, de referral aussi, de referral inter-prospect, pas client. Ça fonctionne pas mal. Et donc là, la personne, elle a booké un call, normalement. Ok. Et en fait, il y a aussi une partie qui est super importante entre le moment où elle book un call et le moment où on a le call, c'est qu'en fait, à la fois, on a une page de remerciement qui lui dit qui lui dit de confirmer l'appel et surtout d'être bien attentif à ce qu'on va lui envoyer par mail et par SMS. Et encore une fois, là, on est dans la règle des 7 heures. Parce que entre la confirmation de l'appel et l'appel, on va lui envoyer des ressources pour l'éduquer encore une fois sur notre solution. Et on va lui envoyer des cas d'études. On a fait des interviews avec nos clients. Là, d'ailleurs, j'ai trois clients avec qui on va faire des interviews. Un qui a passé la barre des 150 k MRR, un qui a signé 60 k en un mois. Donc, ces interviews, elles vont arriver. C'est quelque chose que je vais rajouter dans ma séquence de nurturing, par exemple. Et encore une Ok. fois, on est toujours dans cette démarche de Akis Club, c'est la meilleure et la seule option pour nos prospects pour arriver à leurs objectifs. Et en fait, on leur prouve durant ces 7 heures-là. Ok. Hyper intéressant. Donc ça, je comprends bien pour la partie infrastructure acquisition. Maintenant, à partir du moment où un prospect a rentré sa carte bleue, que ce soit sur un Stripe ou un Go Carless, qu'est-ce qui se passe derrière? C'est quoi un peu ce que tu préconises à tes clients sur la gestion en prod? C'est quoi tes tips un peu autour de l'onboarding? Qu'est-ce qu'il faut s'assurer de faire? Comment est-ce que tu gères la communication enfin, qu'est-ce que tu conseilles pour gérer la communication avec tes clients? Est-ce que tu les mets sur Slack? Est-ce que tu les mets sur WhatsApp? Est-ce que tu fais que par email? Ou est-ce que tu as un portail client, peut-être avec ManyChat ou quoi? Euh, c'est quoi un peu tes recos? Ok. Nous déjà, enfin, selon l'onboarding, euh, je pense qu'il y a une grosse règle, c'est d'apporter une win extrêmement rapide dès l'onboarding. Et nous, ça passe par plusieurs choses. Ça passe par le fait aussi d'avoir accès à notre programme. J'expliquerai après comment une infrastructure fonctionne, parce qu'il y a une partie insight. C'est l'accès à notre programme. Déjà, ils voient toute la valeur qu'ils peuvent avoir au cours du programme. Ensuite, c'est directement, ils sont ajoutés à un groupe WhatsApp, un groupe avec moi et mon équipe, un groupe avec mes autres clients. La raison aussi pour laquelle je les mets avec mes autres clients, c'est parce que dès qu'il y a une win, je veux que tout le monde se galvanise ensemble, tout le monde se pousse vers le haut pour atteindre ses objectifs ensemble. Et la raison aussi pour laquelle on a appelé ça club, c'est vraiment parce que je veux créer un club d'entrepreneurs qui se tirent vers le haut et qui atteignent ensemble leurs objectifs. C'est la première chose. Ok, Ensuite, dès l'onboarding, on envoie une séquence de mails où on demande un referral pour activer directement le client. ok, Voilà, on demande un referral. Et ensuite, on book une session de kick-off dans laquelle on voit vraiment par quel chemin quel chemin est-ce qu'on va utiliser euh, avec le client, pardon, pour atteindre ses objectifs. Donc, quels sont ses objectifs, quelles sont ses ressources disponibles pour les atteindre. En fait, grosso modo, qu'est-ce qu'on peut monopoliser pour atteindre ces objectifs et quelle est la roadmap qu'on va utiliser. Et donc tout ça, c'est standardisé. On a une roadmap qui est très claire. Euh, le but, c'est qu'au bout du jour 2, ils aient une nouvelle offre. Au bout du jour 5, euh, ils aient résolu leurs problèmes d'éducation des prospects. Au bout du jour 10, ils ont résolu leurs problèmes de lead flow. Au bout du jour 15, ils ont résolu leurs problèmes de générer des rendez-vous. Et finalement, leur but, c'est qu'en moins de 15 jours, ils aient remboursé leur investissement. ok. Et comment tu arrives à... Est-ce que tu fais des reporting toutes les semaines avec eux? Comment tu gères ça sur la communication? Euh, c'est assez asynchrone sur WhatsApp. Donc, Ok, on a quand même 5 calls ensemble, donc où on va venir les planifier dès le début. Comme ça, on sait quand telle tâche va être exécutée. Et donc,
quel résultat sera inhérent à cette tâche. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est communication WhatsApp. Mais surtout, l'important pour moi, comme je te disais tout à l'heure, c'est la data. Et donc, Ouais. chaque semaine, on va faire une collection de data. Et là-dessus, donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est que on voit quels sont les créas best performers, on voit quels sont les funnels best performers, on voit quels sont les angles de prospection best performers, les contents best performers, quel VSL fonctionne bien. Et on va aussi analyser des funnels d'autres personnes qui sont pas dans le club, mais qui performent, pour s'en inspirer, pour tester des choses. Et d'ailleurs, ce que j'ai remarqué, c'est que pour les stratégies exotiques, soit ça passe, soit ça casse. Genre, il n'y a pas d'entre-deux. C'est soit c'est un énorme succès, soit c'est un énorme flop. D'ailleurs, si tu veux que je te partage une des stratégies qu'on a testées récemment et qui fonctionne très bien, c'est directement dans une créative en ad, c'est de mettre une VSL longue forme, donc de 30 minutes par exemple, de rediriger les gens vers un lead form qui donne accès à un Google Doc. Donc le Google Doc, c'est la VSL qu'on présente. Et Mhm. dans ce Google Doc-là, ils peuvent prendre un call. Donc ils arrivent sur le calendrier normal avec les séquences de nurturing normales. Et donc ça a super bien marché. Il y a les vidéos texte hypnotiques qui marchent super bien aussi en termes de créative. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Je vois pas du tout. Je suis très curieux là. Ok. Une vidéo texte hypnotique, c'est un fond noir, juste avec des textes, et c'est full copy. Genre, c'est-à-dire Ok. que si tu veux hook la personne, c'est toi, ton copy et ta voix. Rien de plus. Et ça, Énorme. c'est le genre de strat qui nous permet d'avoir des coûts par lead à 2, 3, 4 euros. Ok, magnifique. Et est-ce que tu penses que c'est une tendance qui va exploser en 2024? Enfin, comment t'as découvert cette technique? Quelle technique? Cette technique-là ce que tu viens de dire là, j'ai oublié le nom déjà, Vidéo texte hypnotique. ouais, Bah, encore une fois, comme je t'ai dit, toutes les semaines, nous, on regarde les funnels des gens, qu'est-ce qui fonctionne. Et j'ai vu qu'il y avait un gars qui faisait ça aux US. Je crois qu'il s'appelle Jeff Miller. Euh, ouais, je crois que c'est lui. Et je me suis dit, bah, vas-y, je vais tester. Je vais lancer une campagne là-dessus. Et bah là, les résultats ont été bangers. Et donc, en fait, toutes les semaines, on teste de nouvelles stratégies comme ça, qui performent bien. Donc là, vous avez de la chance parce que du coup, en vous disant ça, il y a plus de personnes qui vont le faire. Ça va faire augmenter mes CPL. C'est pas grave, je vous le donne. Mais voilà. ok, bah c'est magnifique parce que ça enchaîne sur l'autre question que j'avais à te poser. Euh, Quand on passe de je suis dans l'opérationnel et je monte une agence comme tu l'as fait à j'aide les gens à monter des agences, euh, il y a un piège dans lequel il faut pas tomber, c'est le piège du coup de être beaucoup dans la théorie et pas trop dans la pratique. Euh, Comment est-ce que tu fais pour rester à la page sur les différentes techniques des agences? Quelles sont tes sources d'inspiration? Est-ce que tu follow que des Américains? Si oui, lesquels? Est-ce que tu as aussi des créateurs de contenu autour des agences français qui te permettent d'élever ton niveau et de élever l'accompagnement que tu fais à tes clients? Est-ce que tu est-ce que tu t'améliores uniquement dans un écosystème fermé qui est celui de tes clients et donc du coup uniquement par l'A/B test de technique avec eux et en voyant les résultats sur le terrain? Comment ça se passe? Déjà, il faut savoir que pour développer notre solution, on a dépensé plus de maintenant quasiment 200K pour développer tout ça. Euh, donc, j'imagine bien qu'il y a eu beaucoup de R&D, d'investissements externes. Et mes inspirations principales. D'ailleurs, je trouve que c'est une excellente question et je crois que je t'en avais déjà parlé la dernière fois parce que euh, tes inspirations, en fait, enfin, t'es le produit de tes inspirations et Hmm. donc la qualité de tes inspirations dicte ta qualité de personne, d'entrepreneur, etc. Mes inspirations, je pense que c'est comme beaucoup d'entrepreneurs, Sam Ovens, j'adore. Nick Kosmin,
qui est un peu moins connu, mais qui, pour moi, en VSL, il est exceptionnellement bon. C'est d'ailleurs chez lui que on a investi pour développer le programme des VSL. Il y a qui encore? Cole Gordon en sales, trop fort. Euh, Après, en France, franchement, j'ai pas de. euh, Ouais, en France, je t'avoue que c'est un peu compliqué. Bah, après, moi, j'aime bien quand même. J'aime bien Tugan. J'aime bien ce qu'il fait. À l'époque, Ok, tu gagnes Bara du coup. ouais. Parce qu'on a. J'aime bien cette approche direct response. Ok. Et Euh, tu t'organises comment dans ta journée pour apprendre? Est-ce que tu as des créneaux où tu te dis, vas-y, je tacle cette vidéo YouTube et j'en fais après un résumé ou tu m'as envoyé un peu des documents pour préparer l'épisode. Tu fais souvent des pages Notion ou des pages un peu Google Doc où il y a les différentes informations par rapport à une méthode. Comment tu t'organises? Est-ce que tu le fais en flux continu? Est-ce que tu le fais... hmm. Alors, moi, je me réveille à 10h. Et le matin, c'est juste, je travaille sur les process, je travaille sur ouais, vraiment tout ce qui est assez opérationnel, quoique j'en ai pas beaucoup grâce à notre modèle, ça c'est cool. Donc c'est vraiment que sur l'amélioration des produits. L'après-midi, je prends les sales jusqu'à ouais, jusqu'à 18h à peu près. Ok. Et c'est là où vient la partie apprentissage. Donc en soi, moi ce que je fais, c'est que souvent je me mets en partage d'écran sur ma télé et je me cale sur mon canapé, je prends des notes, etc. Donc voilà. Et pour ce qui est de la rédaction des VSL, pour moi, c'est le job numéro un d'un chef d'entreprise, dans le sens où il y a, donc je dis bien chef d'entreprise, je dis pas CEO d'agence, je dis pas infopreneur, parce que ça marche sur absolument tous les domaines. Si t'es une startup, tu peux faire des VSL. Elon Musk, il fait des VSL. Steve Jobs, il a fait une VSL. Il fait des VSL pour introduire son premier iPhone. Le film Le Loup de Wall Street, c'est une VSL pour le mastermind de Jordan Belfort. Donc en fait, les VSL, elles sont partout. C'est juste que bon bah il faut être dans le milieu pour le savoir. Et pour moi, c'est super important et qu'il y a que le founder qui en fait sait qui connaît aussi bien la boîte que lui. Il y a personne d'autre qui connaît mieux la boîte que lui. Et donc c'est son rôle à lui, son rôle suprême de se foutre sur Google Doc pendant 4-5 jours, d'enregistrer sa VSL et de faire en sorte qu'il y ait le plus de gens possible qui voient cette VSL-là. Euh, donc moi, un de mes gros travaux aussi la journée, c'est de faire des VSL. Toute la journée, en fait, je teste de nouveaux angles. Est-ce que c'est l'angle infrastructure qui va mieux performer? Est-ce que c'est l'angle de fait de trouver des clients qui va mieux performer? Est-ce que, je sais pas, est-ce que c'est l'angle d'avoir une petite team qui va performer? Je sais pas. Donc, je confronte au marché. Je crée plein de variations de mes VSL. Comme je t'ai envoyé, je crois que je t'en ai envoyé 8-10. Euh, Hmm. J'en crée plein. Je regarde quel est le best performer. Best performer, je balance tout mon trafic dessus. Voilà. Ok, donc tu fais de l'A/B test et une fois que tu as eu les meilleurs résultats, t'envoies la sauce dessus. Quand tu dis que t'envoies la sauce, c'est quoi? Tu fais beaucoup d'ads? Ads, prospection. J'envoie directement les documents de VSL en prospection. Ok. Je leur dis, tiens, salut, j'ai vu que t'es. Là, je vous donne tous les scripts, hein. Mais tiens, salut Pierre, j'ai vu que tu avais une agence, sympa ce que tu fais. Tiens, d'ailleurs, je viens de créer un training qui te permet de rendre ton agence plus rentable et moins complexe. Tiens le lien du training. J'envoie directement le lien Google Doc. Et dans le lien Google Doc, il y a le lien pour booker des appels. Et ça book des appels. Ça book des appels à condition que ton Google Doc il soit assez valuable pour booker un appel. Hmm. Ouais, bien sûr. Tu donnes tous les secrets en gratuit et tu vends l'implémentation, quoi. Classique, oui. Ok. Mais, ouais, et finalement, les VSL, c'est vraiment quelque chose, comme je disais tout à l'heure, super, super important parce que quelque chose qui te permet de leur faire comprendre, de faire comprendre à tes prospects que toi et toi seul, tu es la meilleure solution et l'unique solution
pour atteindre leurs objectifs. Et ça te permet de réduire ton cycle de vente, de te faire payer davantage, de te faire payer plus cher, enfin, ce que je viens de dire, mais plus rapidement, et d'éduquer surtout tes prospects at scale. Et ce que je dirais aussi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est que la raison pour laquelle tu n'es pas là où tu veux être, c'est parce qu'il n'y a pas assez de personnes qui savent ce que tu fais. Et donc, OK. ton enjeu, selon moi, c'est d'éduquer tes prospects at scale le plus rapidement possible avec le plus de volume. OK, hyper clair. Moi, je pense qu'on a balayé pas mal de choses. J'ai des petites questions qui sont mes petites questions de la fin pour toi. Si tu devais repartir de zéro, tu ferais quoi? Des sales. Pourquoi? Parce que, euh, parce que je pense que si t'es bon en sales, imagine, je sais pas, ouais, t'es bon en sales, tu vends un bon produit, il y a aucune raison, il y a aucune raison où tu pourrais pas réussir. Mais est-ce que tu me posais la question en termes de boîte ou en termes de si j'avais pas eu de boîte? Ouais, non, en vrai, comme tu sens, mais ça me va très bien comme réponse. Je Ok. comprends en vrai que pour toi, c'est le nerf de la guerre, les sales, et je suis assez d'accord avec toi là-dessus, surtout que même que tu sois un freelance ou une agence, assez d'accord avec toi. Ouais. Si tu devais dîner avec une personne morte ou vivante, tu dînerais avec qui? Hmm. Euh, hmm. C'est une question qui... En fait, ça dépend de ton intérêt. Euh, Tu vois, je sais pas si c'est... Ah, c'est une question qui est compliquée, parce qu'il y a tellement de personnes. Euh, Bon, en vrai, Je te, je peux te laisser y réfléchir et je te donne la dernière. Ah, C'est que si tu devais te donner un conseil à toi-même il y a 3 ans, tu te ok. donnerais quoi? C'est pense leverage. Ok. Euh, Pense leverage, tout le temps leverage. Documente tout ce que tu fais. Et d'ailleurs, on n'a pas trop parlé des infrastructures, mais la raison pour laquelle c'est un modèle aussi performant, c'est parce que c'est un modèle qui te permet d'avoir du leverage. En agence, pour scaler, tu dois scaler que des humains. Et en fait, enfin, ouais, tu scales que de l'humain quasiment. En fait, le modèle d'infrastructure, il te permet vraiment de scaler avec du média, donc des insights, des talents et des systèmes. Et donc, ces trois choses réunies, c'est ce qui forme une infrastructure et c'est ce qui te permet de te rapprocher du coût zéro de réplication. Et donc, à chaque fois que je fais une action, que ce soit en termes d'acquisition, en termes de livraison de business model, peu importe, je me dis, est-ce que cette action, là, en la faisant une fois, est-ce que je vais la distribuer plusieurs fois? C'est la raison pour laquelle le contenu, pour moi, c'est hyper puissant. C'est la raison pour laquelle les VSL, c'est hyper puissant parce que c'est du leverage. Euh, les ads aussi. Voilà. Ok. Et du coup, je pense que si je devais dîner avec quelqu'un, euh, j'aimerais bien dîner avec Al Pacino. Ok. Pourquoi? Parce que on est. Genre, j'ai vu des interviews de lui. Et en fait, il a totalement une vie de rockstar. Et et j'aimerais bien savoir comment, à son âge, il arrive à gérer tout ça. Parce que au-delà de l'aspect professionnel, tu vois, d'agence, etc., bah, il y a quelque chose dont on parle pas assez, c'est le, le fait que tu as une inflation de ton lifestyle, tu vois, plus tu gagnes de l'argent. Enfin, si tu fais l'erreur de le faire. Et du coup, je trouve ça intéressant de savoir comment des gens arrivent à être aussi âgés et à arriver à gérer leur lifestyle comme quand ils avaient 20-30 ans, tu vois. Ok. Voilà. Intéressant. Raphaël, merci beaucoup. Merci. C'était hyper intéressant. Hâte de te réinviter dans ce podcast quand tu auras développé, ou dans 6 mois, pour voir où est-ce que tu en es par rapport à ton plan. Mhm. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Je te souhaite plein de bonnes choses pour 2024, et si vous êtes arrivé à ce moment-là de l'épisode, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur le podcast. Ça fait plaisir, ça aide pour l'algorithme, tout ça, donc n'hésitez pas. Merci Raphaël.
Merci à toi. Salut, bonne journée. Ciao, ciao.